BFM Business, l'émission qui donne envie d'entreprendre, l'entreprise BFM avec les éco-entrepreneurs. Philippe Bloch et Yves Villagine. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission désormais intitulée Entreprise et Capital, une plongée dans les coulisses du private equity et la façon dont il accompagne la croissance des entreprises françaises. Et on démarre tout de suite, comme chaque semaine, par les news de la semaine. BFM Business, l'entreprise BFM. Entreprise et capital. Alors Elisabeth, bonjour Elisabeth, c'est vous qui nous amenez des infos chaque semaine. Bonjour Philippe. Qu'est-ce que vous avez repéré cette semaine? C'est ma question traditionnelle. Alors c'est pour ceux qui rechignent à la paperasse. Souscrito, une plateforme qui permet de transférer facilement vos contrats télécom, d'énergie ou encore votre assurance habitation en cas de déménagement par exemple. La start-up créée en 2015 vient de lever 10 millions d'euros pour se développer au niveau européen et change de nom. Elle s'appelle désormais Pepernest pour s'exporter plus facilement. Ça ne fonctionne que pour les déménagements jusqu'à présent? Effectivement, mais à terme, Pepernest prévoit d'étendre ses services à l'ensemble des souscriptions et résiliations de contrats, pas uniquement en période de déménagement. L'idée, c'est de simplifier la vie administrative en parvenant à une plateforme unique pour tous les contrats au quotidien. Alors, autre outil de simplification, le robot Kicker. Vous en avez peut-être entendu parler. Tout à C'est fait. un robot multimédia autonome à commande vocale conçu pour simplifier la technologie de la maison. Il est doté d'un projecteur orientable, d'un système audio, de caméras, de micros, de capteurs en tout genre et surtout, il n'a aucun câble. Fonctionnant sous Android, il permet d'accéder à toutes ces applications dans chaque pièce de la maison. Et apparemment, ce robot séduit déjà. Ses inventeurs ont levé 4,5 millions d'euros auprès du Hardware Club, de Seb Alliance et d'A+ Finance. Une première étape avant un lancement aux États-Unis d'ici la fin de l'année. En France, il est déjà disponible à partir de 1 790 euros. Est-ce que je pourrais le payer avec Déjà Mobile, votre prochaine pépite que vous avez repérée? Ça devrait peut-être être le cas. La start-up normande spécialiste du paiement sans contact par mobile a annoncé une levée de fonds de 2,5 millions d'euros. Objectif, devenir en 3 ans un leader européen des transactions mobiles. L'un des atouts de Déjà Mobile, c'est sa solution Ready to Take Payment qui permet aux banques d'intégrer son système dans leur propre application. C'est déjà le cas par exemple pour le Paylip du Crédit Agricole. Au total, plus de 30 millions de porteurs de carte bleue peuvent potentiellement déjà accéder à un service développé par Déjà Mobile. Et on termine Elisabeth avec l'artisanat, avec helloartisan.com. Alors c'est une sorte de TripAdvisor des travaux de rénovation. La plateforme créée en 2014 accélère son développement avec une levée de fonds de 500 000 euros auprès de sefairaider.com, une autre plateforme créée celle-là par le fondateur de seloger.com, promo vacances ou encore billets réduc. Plus qu'une levée de fonds, c'est même un rapprochement stratégique, une fusion entre sefairaider.com et helloartisan.com. Et l'enjeu bien sûr sont les synergies. Oui, les deux startups sont des intermédiaires. Se faire aider référence déjà plus de 40 000 entreprises du bâtiment, tandis qu'Hello Artisan compte 4 500 artisans. Elles vont mutualiser leurs moyens pour augmenter le nombre d'artisans et d'entreprises vérifiées, augmenter le nombre de chantiers traités, créer des fonctionnalités de paiement en ligne et des outils de gestion pour les artisans. Merci Elisabeth. Prochaines infos la semaine prochaine. Tout de suite, notre premier couple entrepreneur-investisseur. BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. Et ce premier couple ce week-end, il s'agit de Philippe Gauthier, le CEO de Nexeia, et Laurent Bénard, le directeur général de Capzanine. Et Villagine, c'est vous qui nous les présentez l'un et l'autre. Alors avec Nexeia, on met le pied dans l'univers industriel. Cette entreprise a plus de 850 salariés. C'est un équipementier de l'aéronautique, du spatial et de la défense. Son cœur de métier, c'est l'électronique embarquée de tout ce qui roule, navigue, vole, c'est-à-dire les trains, les avions et les bateaux. Philippe Gauthier, notre invité, en est le PDG, une entreprise qu'il a rejoint en 2000 pour mener une opération de fusion, il nous expliquera peut-être. Et nous accueillons aussi son investisseur, Laurent Bénard, le directeur général de Capzanine, une société de gestion qui compte une centaine de participations dans des entreprises de l'agroalimentaire, de la santé et des technologies. Merci Yves, bonjour à tous les deux. Bonjour. On va commencer, si Laurent m'y autorise, avec Philippe Gauthier, l'investisseur, l'entrepreneur, c'est toujours comme ça, par l'entrepreneur qu'on démarre. Pourquoi avez-vous rejoint Nexeia à l'époque? Pour faire quoi? Et d'où veniez-vous, Philippe Gauthier? Alors, l'idée, à l'époque, on s'est associé avec mon associé Jean-Yves Rivière dans les années 2000. Oui. Je dirigeais la filiale française d'un groupe américain. Oui. Et ça a été un projet de spin-off. Et donc, on a commencé petit, avec, je dirais, une cinquantaine d'employés pour progressivement nous développer sur les secteurs que vous avez évoqués, donc la défense, l'aéronautique et spatiale. Comment on finance un spin-off
Vous aviez à l'époque un peu Oui, alors, comment est-ce que ça se finance cette aventure ? écoutez, on a fait notre chemin, on a appris notre chemin en marchant, je dirais, mais globalement, on est sur des secteurs qui sont des secteurs à cycle long, qui a forte barrière d'entrée. Donc, dès le début, on a considéré que la croissance, il fallait l'alimenter, la booster avec de la croissance externe pour acquérir plus vite des technologies et des parts de marché, donc naturellement des moyens financiers. Mais d'où était-il ? D'où venait-il ? Voilà, écoutez, alors vous savez, des premiers fonds. Alors vous J'ai savez, aucune idée des enjeux. vous savez, on a fait à peu près tout. On a commencé avec des fonds. Les tout premiers, pour répondre à votre question, les tout premiers fonds, ils sont venus de nos employés, puisqu'on a fait des. Ça nous a d'ailleurs créé un esprit entrepreneurial interne très fort. Ensuite, on a fait du. Qui existait, des salariés qui existaient dans l'entreprise de la question. D'accord. Ça a une époque. Ils ont cru à l'aventure avec vous. Ah oui, tout à fait. Génial. On avait un flux d'argent, si vous voulez, qui n'était pas dans le sens classique. Bah oui. Et puis ensuite, on a fait du private equity, donc avec du fonds minoritaire. Ensuite, on est allé en bourse. Ensuite, on a sorti de bourse d'ailleurs avec le concours très actif de Laurent et de Capzanine. Voilà, et donc vous voyez, on a expérimenté un petit peu toutes les configurations. Et depuis, on a repris le contrôle en fait en juillet de cette année. Le management a repris le contrôle de l'entreprise à la faveur de dernières recompositions actionnariales. Comment s'est fait la rencontre avec Capzanine ? On va venir bien sûr à cette rencontre. Mais vous, comment les avez-vous trouvés ? Vous avez déjà bossé ensemble ou pas ? Alors, on se connaît depuis 2013. Que vous dire comment on s'est rencontrés Non, mais quand on cherche un fonds, c'est ça qui nous intéresse aussi. Ah oui. Comment est-ce qu'on le sélectionne ? Sur quels critères ? Oui, alors on s'était fait accompagner à l'époque d'une banque d'affaires, Rothschild en l'occurrence. Donc on en a vu un certain nombre et bon, ça a été effectivement à la fois des composantes un peu rationnelles, si vous voulez, puis je crois des composantes aussi plus irrationnelles et de fit, si vous voulez. Laurent Bénard, vous les aviez repérés ou pas, cette entreprise ? Ils étaient dans le radar ou pas pour vous ? Non, avant que la banque d'affaires nous contacte effectivement pour mener à bien ce projet de sortie de côte, nous ne les connaissions pas très directement. Nous avions déjà regardé des entreprises dans ce domaine d'activité, oui. Mais pas spécifiquement Nexeia. Et là, c'était en fait un axe très spécifique. C'était une sortie de cote, en fait. C'était ça qui est venu vous voir. Vous le faites régulièrement parce que quelle est la spécificité de Capzanine ? La spécificité de Capzanine, c'est de proposer des solutions de financement privées, oui. assez flexibles. On va du capital majoritaire et minoritaire. On va jusqu'à la dette senior. Donc on essaie d'être vraiment du sur-mesure pour accompagner des plans de développement très spécifiques comme ceux notamment de croissance externe de l'entreprise Nexeia. Mm-hmm. Les sorties de côte, ce n'est pas ce qu'il y a de plus commun dans notre environnement, mais c'est un savoir-faire qu'on doit avoir. C'est vrai que c'était une entreprise qui avait une valorisation assez basse, qui souhaitait avoir des moyens financiers additionnels pour driver son projet de croissance externe. Et donc c'était plus opportun pour elle à ce moment-là de sortir de la cote, se restructurer et partir avec des nouveaux moyens très clairement identifiés et des nouvelles équipes d'actionnaires et de prêteurs à ses côtés pour l'accompagner dans ses projets de développement. En termes de secteur, ils étaient complètement dans vos secteurs d'activité. Il y en a trois principaux, je crois. Ce sont trois qu'on affectionne particulièrement, oui, mais on est un fonds d'activité généraliste. Oui. Mais c'est vrai que on apprécie tout particulièrement les secteurs résilients et à forte croissance. C'est pour ça que l'agroalimentaire, la technologie en général et la santé font partie des secteurs particulièrement privilégiés par Capzanine, nos équipes. Et dans Capzanine, il y a mezzanine ou pas ? Dans Capzanine, il y a effectivement Capital de Cap, il y a mezzanine et puis il y a aujourd'hui... Mais vous ne faites pas que ça, vous ne faites pas que du financement mezzanine. Parce que c'est assez spécifique le financement mezzanine en fait. Le financement mezzanine, c'est notre origine. Depuis 2004, on a deux activités très spécifiques qui sont d'un côté des financements en capital pour des PME, donc avec beaucoup de flexibilité parce qu'on adresse une population qui n'est pas forcément très structurée. Et puis on a des solutions de financement qui passent de la mezzanine à la dette senior par l'unitranche, donc des termes un peu abscons, mais qui sont des solutions plus ou moins adaptées à des projets en fonction de leur programme de CAPEX, en fonction de leur programme de croissance externe, de leur volonté de s'investir à l'international. Et donc on essaie d'apporter aux équipes de management tout un tas de produits pour les accompagner. Yves ? Quand vous entrez au capital de Nexeia, vous entrez avec un plan de développement. Alors, on oublie cette opération, on l'oublie pas, mais cette opération de sortie de cote est particulière quand même. C'est particulier de sortir une entreprise des marchés financiers. Vous avez quel projet de développement au moment où vous rencontrez votre investisseur ? Oui, alors on a structuré un projet de développement à 3 à 5 ans qui a plusieurs composantes. Une composante forte de déploiement international,
En fait, on est un acteur très spécialisé qui souhaite opérer sur le plan international. Donc, ça veut dire effectivement des acquisitions externes. On l'a fait au Canada, on l'a fait en Allemagne. Ça veut dire des implantations. On vient de le faire aux États-Unis, on l'a fait en Asie. Et puis, évidemment, c'est aussi de l'innovation. C'est-à-dire qu'on a un fort pourcentage de notre activité qui est de développer de nouveaux produits. Voilà, donc ce plan, c'est un plan de croissance qui s'appuie pour l'essentiel sur le développement des ventes, en particulier internationales, et sur le développement de nouveaux produits. Qui dépend aussi de l'activité de vos grands donneurs d'ordre, non? Parce que vous êtes très dépendant des donneurs d'ordre comme Airbus, Bombardier, enfin d'autres. Oui, alors on est équipementier, c'est-à-dire qu'on vend des produits effectivement en B2B. Oui. À ces gens-là. Ce n'est pas uniquement d'ailleurs des fabricants d'avions, ça peut être aussi des opérateurs. Après, on est dépendant, mais on est aussi force de proposition, c'est-à-dire qu'on amène de la nouveauté, on amène de l'innovation qui les intéresse. Je reviens sur la rencontre parce que je crois qu'un peu dans la préparation de cette émission, vous avez exprimé une idée que je trouve intéressante, c'est qu'il faut, ça venait de vous, je crois Philippe, c'est qu'il faut s'entendre sur la philosophie de l'investisseur. C'est quoi une philosophie d'investisseur vue de vos deux côtés? Peut-être d'abord, vous, l'investisseur, en fait, Laurent, quelle est-elle, cette philosophie? Est-ce qu'elle a été perçue tout de suite par... Juste un petit mot pour répondre précédemment à la question. Je crois qu'effectivement, ils sont dépendants de certains grands clients. On est toujours dépendant de ces clients. Mais ce qui nous a particulièrement intéressé dans l'entreprise de Philippe et ses équipes, c'est la très grande dispersion de ces clients. Ils adressent encore une fois l'aéronautique, le spatial, le militaire et encore d'autres de marchés sous-jacents qui sont, eux, ce qu'on peut dire contracycliques. Donc en fait, les clients évoluent sur des cycles différents, ce qui permet de lisser en fait les effets que vous venez de mentionner pour avoir une croissance assez stable à moyen terme. C'est ça qui nous a vraiment intéressés. Si on revient sur la philosophie d'investisseur, et que telle que vous l'avez créée vous-même, telle que vous l'avez ressentie et entre guillemets acceptée, quelle est-elle? Nous, on croit fondamentalement qu'il faut qu'il y ait une rencontre, parce que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, de l'argent, il y en a aujourd'hui particulièrement beaucoup, oui. Mais il ne faut pas se tromper sur des montants levés en ce moment. Exactement. Donc il faut bien comprendre le projet d'entreprise. Nous, on n'est pas les experts, ce sont eux les experts. Donc on est là, nous, pour, avec notre culture, notre historique, notre track record, essayer de les sensibiliser sur certains sujets et vraiment bien appréhender l'histoire de croissance et pas se tromper sur cette histoire de croissance. Oui. Donc il faut bien comprendre, avoir un bon dialogue pour être capable, encore une fois, de les accompagner et non pas de les contraindre nécessairement. Il y a des discussions, c'est l'objet justement d'un partenariat entre un investisseur financier et une équipe de management, mais il faut à la base bien comprendre le projet de développement et ne pas se réveiller du jour au lendemain en se posant la question de savoir mais pourquoi vous faites des croissances externes. C'était le plan de départ. Oui. Donc là, il faut être force de proposition aussi et les accompagner. Donc c'est une histoire humaine. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de clarté en fait. Quelles sont les qualités que vous avez perçues en fait dans ce fonds quand vous l'avez choisi? Parce que tout le monde ne choisit pas les fonds parce que parfois on n'a pas le choix, on est arrivé à trouver un. Là en l'occurrence, vous aviez le choix. Donc, sur quoi s'est fondé ce choix? Je crois que le choix, c'est, il y a pas mal de critères. Il y a effectivement la technicité des gens. Je pense que Capgemini, ce sont des gens qui effectivement connaissent leur métier. Je crois qu'il y a aussi l'intérêt qu'ils portent à l'entreprise. Une entreprise, c'est pas uniquement des chiffres, mais bon, faut visiter les usines, il faut voir les produits, il faut s'intéresser, connaître les équipes, sentir le marché. Connaître les équipes, les employés, passer du temps. Oui, c'est ça. Une entreprise, encore une fois, c'est pas uniquement des tableaux de chiffres uniquement. Et puis, il faut se mettre d'accord effectivement sur des plans, notamment sur on est sur des cycles qui sont assez longs, des cycles industriels, et il faut bien les comprendre. Donc vous aviez ça. Écoutez, merci infiniment à tous les deux. Un nouveau couple entrepreneur-investisseur avec Philippe Gauthier, le CEO de Nexeya, et Laurent Bénard, le directeur général de Capgemini. Tout de suite, un deuxième couple entrepreneur-investisseur. BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. Deuxième couple entrepreneur-investisseur ce week-end, Philippe Cazenave-Perret, le président du groupe Le Gallé, accompagné de son investisseur Éric de Montgolfier, président de Gimv France. Et c'est vous, Yves, qui nous les présentez à nouveau. Le Gallé est une entreprise plus que centenaire. Elle est très connue dans sa région d'origine, à Caen, née en 1889, qui était une quincaillerie au départ, qui l'est restée jusque dans les années 80. À peu près, où le groupe amorce un virage dans le B2B. C'est aujourd'hui une entreprise de plus de 1000 salariés, spécialisée dans la vente de produits, de fournitures aux artisans. Vous êtes le président, Philippe Cazenave-Perret, et vous poursuivez le développement du groupe. Nous accueillons aussi votre investisseur, qui est la société d'investissement GIMV.
qu'on prononce GIMF, ça sera GIMF. plus facile. Excusez-moi. J'étais pas sûr, C'était pas sûr, c'est un nom particulier quand même. Ouais, quand même. Moi aussi, Éric je faisais l'erreur au Montgolfier, début. et vous avez, je crois, tous les deux des projets de croissance externe, non? Absolument. Absolument. Alors bonjour à tous les deux. Bonjour. Maintenant, je vous présente mes excuses pour cette erreur sur le nom. Allez, on va commencer par Philippe Cazenave-Perret. L'entreprise n'est plus tout familiale aujourd'hui parce que... On peut pas Elle dire reste ça. encore un petit L'actionnaire familial. historique est encore très présent au capital. D'accord. Et ma fille aînée qui travaille avec moi comme directeur juridique est l'arrière petite-nièce du fondateur en 1889. Donc, C'est vous dire, c'est encore un lien familial. Mais pas que. Donc un capital Pas que. patient. Très, c'est ce qu'on oui, dit très souvent. patient, C'est ce qu'on très dit souvent tranquille, du très capitalisme sympathique familial. et qui bénéficie quand même d'une création de valeur chaque année. C'est ça l'intérêt du capital patient. Absolument. En général, on le vend quand on parle d'entreprise familiale. Absolument. Et cette entreprise, au fil des années, c'est fait souvent financer par le private equity ou pas? Oui, en fait, l'entreprise est restée purement à capitaux familiaux pendant 110 ans, jusqu'en 1999. Et à partir de là, cette date-là, j'ai fait un LBO avec un premier investisseur, effectivement, ce qui m'a permis de faire sortir une partie de la famille et de me faire monter le C'était management. ça du capital. l'objet à cette C'était époque-là. Comment est-ce d'abord qu'on passe d'une l'objet. culture strictement... C'était pour éviter aussi la cession tout pure et simple à un groupe important, français ou étranger. C'était D'accord. pour rester indépendant. Avec de l'appréhension en général quand on fait ce Ah premier oui, pas? Parce que là, oui, 110 ans oui, oui. d'indépendance, c'est quand même Oui, une enfin, rupture. il y a non seulement l'appréhension pour les actionnaires familiaux, mais également pour le management et pour moi en particulier, parce que Bien je ne sûr. connaissais pas le monde du LBO et je l'ai appris. C'est tout un monde tout à fait sympathique. Alors Dans justement, lequel je peux entrer avec plaisir. comment s'y prend-on pour choisir le bon ou les bons? Les bons. Mais écoutez, il faut rencontrer beaucoup de gens. Et puis il y a un feeling qui se crée. Il y a des gens avec qui on a envie de travailler, d'autres non. Il y a des gens qui s'intéressent à l'entreprise elle-même plus qu'à ses résultats futurs. Donc il y a tout un tas de critères qu'on finit par adopter qui nous permettent de faire un choix qui jusque-là était plutôt le bon, y compris avec GIMF. Vous aviez été dragué par des fonds Oui. et sans y succomber Oui. pendant de nombreuses années, j'imagine. Oui, Une oui, entreprise comme tout à vous, fait. elle est dans les radars. On de était ces considéré fonds comme d'investissement. dès 98, on était considéré comme une bonne cible, Oui. comme étant sexy, comme disaient les financiers. Et c'est effectivement celui qui nous draguait, comme vous dites, depuis plus d'un an et demi, qui a emporté la mise. GIMV. Non, à l'époque, c'était 3i, mais bon. Et alors, mais racontez-nous ces différentes étapes rapidement, effectivement. 7 ans de 3i, on peut les citer, je pense. Oui, mais bien sûr. Ensuite, Sponsorless pendant quelques années. Ensuite, Ciparex et enfin GIMF, qui est entré chez nous il y a maintenant 2 ans. Alors, presque 2 ans. comment s'est fait la rencontre, en fait, Éric de Montgolfier? Écoutez, la rencontre a été assez simple. Philippe a choisi un conseil pour l'assister dans cette dernière étape. C'est assez classique, je crois, comme C'est assez démarche. classique, c'est assez pratique aussi, je crois, puisque ça permet Indispensable. effectivement de faire un premier tri entre des équipes qui paraissent cohérentes avec la stratégie et puis le positionnement de Philippe et de son équipe. Donc, on a fait partie d'un petit nombre d'investisseurs qui ont été contactés pour Oui. réfléchir à cet investissement. La première étape, Éric, je vous interromps parce Oui. que c'est un sujet dont on a finalement assez peu parlé dans cette émission depuis qu'on a démarré cette espèce de meilleure connaissance du milieu du private equity. Quand on choisit un intermédiaire, une banque d'affaires éventuelle, pourquoi le font-ils? Est-ce que ça désaffectivise la relation? Est-ce qu'au début, ça se passe uniquement entre la banque et vous, entre les fonds, ou qu'est-ce que ça change lorsqu'il y a une banque d'affaires entre les deux ou quand il y a une approche directe, en fait, Éric? Écoutez, je crois que ça professionnalise la discussion dès le départ, puisque ça permet d'avoir une bonne compréhension du business et des plans de développement de l'entreprise en avance de phase, Oui. avec une description assez précise, je dirais. C'est très encadré, j'imagine. On Alors, pose c'est des pas bonnes encadré, questions. mais c'est un document de travail qui est présenté par l'intermédiaire, la banque d'affaires, qui a été préparé avec le management et qui permet d'ores et déjà de vérifier s'il y a adéquation entre l'investissement potentiel qu'on souhaite faire et puis l'objet, la société, le plan de développement, la stratégie, les équipes. Combien de C'est temps un premier filtre. Combien de temps durent ces phases ensuite entre vous avant d'arriver au deal, entre les due diligence, 8 etc. mois, Oui, 6 à 8 mois. Pour c'est quasiment la naissance. Une vraie un peu long naissance. sur la fin, parce que les avocats s'en mêlent. Les due diligence, ça Et démarre. là, il faut Je crois qu'il y a- écrire tout ce qu'on pense. Ouais. Et à la fin, quand on a le choix, on fait confiance à son gut feeling. On fait confiance. Si c'est à condition égale, j'imagine qu'à un moment, les conditions Alors, sont à peu près oui, cadrées. Oui, effectivement, ce ne sont pas les conditions qui font la différence. C'est véritablement La vision. l'envie qu'on a de travailler avec quelqu'un ou pas et de dire ce gars-là, je vais le supporter ou au contraire, ça va être très, très intéressant pendant 4, 5, 6 ans ou plus. Oui. Il y a intérêt à ce qu'on s'entende bien, il y a intérêt à ce qu'on ait une vision stratégique à peu près identique et qu'on ait aussi les mêmes valeurs. J'insiste beaucoup là-dessus parce que Le Gallet, vieille entreprise, a des valeurs fortes. Et ce ne sont pas que des mots. Et il y a absolument intérêt à ce que ces valeurs soient partagées par l'ensemble des actionnaires au-delà du management. Et qu'est-ce que, au-delà de l'argent, avec le recul aujourd'hui, quel est l'apport principal de GIMF par rapport à votre développement? Un œil extérieur très acéré.
Critique, ça veut dire critique. Oui, Eric, ça veut dire critique. Oui. Critique, mais la critique peut être positive. Évidemment, c'est dans ce Et- sens. Et ça nous bienveillance, fait du je bien. crois, c'est ça qui est vraiment très important. Ça nous On parlait fait- de valeurs tout à l'heure, je crois que c'est un point très important. La bienveillance. On est d'accord sur l'essentiel et ensuite, quand on travaille ensemble, on essaie effectivement de préciser les choses pour effectivement trouver la manière la plus efficace de créer de la valeur et de le faire, je dirais, Non, c'est en vrai, ça accompagnant l'entreprise. Donc un regard acéré. Ça nous fait du bien. Et Le puis, bilan de cette collaboration. également la capacité à nous trouver des dossiers de croissance externe, puisque c'est un petit peu, justement, c'est un oui, peu le but justement. quand même. Et donc c'est vrai que depuis que GIMF est là, le nombre de dossiers que nous étudions s'est un petit peu accéléré. Il y en a beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui résistent c'est normal, hein, Parce il y a un filtre. Depuis 30 ans, Mais, 10% de croissance par an quand même. Oui, croissance Considérable. essentiellement Essentiellement pour la organique. croissance externe. Organique essentiellement. Organique essentiellement. Absolument. Et on continue sur ce rythme. Donc ça va être actuellement. à plus 20 là. Quelles bientôt. sont vos cibles Ça rend plus compliqué la croissance Mais externe. quelles sont vos cibles de croissance externe si c'est difficile? Eh bien, ça peut être des cibles, soit à l'étranger, Oui. auquel cas des entreprises qui font le même métier que nous, et on espère pouvoir créer des synergies, notamment en termes d'achat et de business model, mais aussi des élargissements de gamme, comme on l'a fait plusieurs fois dans notre histoire récente. Oui. Et à l'étranger avec des marchés particuliers, enfin des Même pays, marché, vous savez, l'Europe, le marché du bâtiment, il existe partout, dans tous les pays. Alors, il n'est pas traité de la même manière en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, etc. Mais on trouve à peu près les mêmes fondamentaux, et on pense pouvoir jouer un rôle dans les années qui viennent sur ces marchés-là. Éric de Montgolfier, une chose qui m'a étonné, c'est que vous évoquiez, en insistant d'ailleurs là-dessus, sur le fait que vous n'étiez pas un fonds, mais une société d'investissement. Est-ce qu'on peut dire quelle est la différence entre l'une et l'autre? Écoutez, c'est une très grosse différenciation dans notre métier. Aujourd'hui, 95% de mes confrères, en fait, sont des fonds d'investissement. Justement, Ils gèrent de l'argent pour le compte de tiers. Oui. Donc, ils sont contraints par les limites d'un règlement de fonds qui leur impose, je dirais, d'investir pendant une certaine durée de temps et puis progressivement de liquéfier leur portefeuille, bien sûr, dans le temps. On a la chance, nous, de travailler sur fonds propres, et c'est une différenciation majeure puisque ça nous permet d'être extrêmement flexible dans l'horizon de sortie de nos participations. Typiquement. Mais au départ, quelqu'un met des fonds, donc ce ne sont pas les mêmes investisseurs. Nous sommes une c'est pas la société même cotée en nature bourse d'investisseurs sur Euronext, donc nos investisseurs sont à la fois des institutionnels et puis des personnes physiques qui détiennent des titres de GIMF en bourse sur Euronext à Bruxelles. Donc le point très important qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on est comme ça sur fonds propres, on a la faculté véritablement de choisir son horizon de sortie en fonction du plan de développement de l'entreprise. Oui. Et donc de choisir finalement le moment qui correspond aux besoins de l'entreprise plutôt que l'entreprise ne se ne rentre dans les critères effectivement de ça a été un l'investisseur. élément du choix d'ailleurs. C'est un élément important. Je vais ajouter qu'effectivement, j'ai toujours éliminé depuis 18 ou 19 ans tous les fonds qui commençaient à part me dire bon, mais quand est-ce qu'on sort? Or, Quand tu commences à rentrer, on te demande absolument, ça. c'était la majorité. C'était d'abord envisager la sortie avant même d'avoir mis le pied dans l'entreprise. Et ça ne pouvait pas me convenir. Du coup, Eric, on n'a pas la même nature des dossiers en général quand on est un fonds, une société d'investissement versus un fonds, vous trouvez? Non, je pense. Ça change la nature des cibles ou pas? Alors. Non, je crois qu'il y a plusieurs réponses, niveaux de réponse à votre question. La première, c'est que ça ne change pas les fondamentaux des entreprises dans lesquelles on cherche à investir. C'est des entreprises en croissance, dans des situations soit de capital développement, soit de capital transmission, très clairement. Et puis pour les biotech, qui est l'une des choses qu'on sait faire, là c'est du capital risque, mais on a une équipe européenne qui fait ça très très bien et qui se concentre sur ces sujets-là. Donc on va s'intéresser aux mêmes sociétés, aux mêmes types de fondamentaux. En revanche, on est capable de se projeter dans des parcours qui sont un peu différents d'un parcours classique d'une société d'investissement qui gère des fonds de tiers, parce qu'on a la faculté de choisir finalement le moment où on peut sortir. On peut même retarder une sortie, ce que peu finalement de fonds peuvent faire pour des raisons, je dirais, contractuelles, tout simplement, vis-à-vis de leurs investisseurs. Et ça, c'est important. Donc, ça ne change pas, je dirais, l'actif en tant que tel, mais le projet tel qu'il est peut varier dans nos discussions. On peut décider de l'allonger, effectivement, si on pense que c'est pertinent pour l'entreprise que pour nous. Il nous reste à peine 20 secondes. Juste une dernière question peut-être à vous deux. Du coup, vous parlez jamais de sortie entre vous? Non. Non, ça a l'air sincère. Pour ceux qui sont uniquement en radio et pas en télé, c'est très sincère dans le regard en fait de Philippe Cazenave-Perret. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Philippe Cazenave-Perret, je rappelle que vous êtes le président du groupe Le Gallé. Éric de Montgolfier, vous êtes le président de GIMF France. Cette fois-ci, je l'ai bien dit. Restez avec nous, une dernière chronique, le mode d'emploi du capital investissement. À tout de suite. BFM Business, l'entreprise BFM. Le mode d'emploi. Et le mode d'emploi cette semaine, c'est avec Gilles Lecointre, que je suis ravi d'accueillir, je crois, pour peut-être la première fois dans l'émission en version télé. Je me La souviens version pas. télé, oui. Allez, Gilles, qui nous a accompagnés. Beaucoup pratiqué à la radio. Voilà, on s'est beaucoup fréquenté à la radio. Gilles, qui est président de GLPME Conseil, c'est vous, Yves, qui allait lancer la question du jour. Gilles est surtout un spécialiste aussi de la reprise d'entreprise et de la croissance externe. Nous allons évoquer avec lui le déroulement d'une opération de croissance externe. Gilles, par quoi faut-il commencer? Identifier les cibles ou trouver l'argent d'abord?
il faut même aller. Il y a même une étape précédente, c'est de se demander pourquoi on fait de la croissance externe. Oui. Et il y a des bonnes et des mauvaises raisons. Les mauvaises raisons, c'est en général l'ego du dirigeant. Et on voit ça même dans des très grands groupes. C'est-à-dire qu'on veut... Philippe Cazenave sourit, il est d'accord. On veut avaler son concurrent, on veut tuer quelqu'un. Enfin, c'est horrible. Les bonnes raisons, c'est qu'on a à peu près épuisé les charmes de la croissance organique, la croissance interne, et qu'il est temps pour accélérer sa croissance, parce que la croissance externe, c'est un accélérateur de croissance. Donc il est temps de chercher une cible qui va permettre... Alors, la deuxième chose très importante, c'est que quand on cherche une cible et qu'on veut faire de la croissance externe, il faut chercher quelque chose de cohérent. Et quel est le point de cohérence? C'est la stratégie à long terme de l'entreprise. Il faut acheter une cible qui serve la stratégie qu'on a définie à moyen terme de l'entreprise. Sinon, évidemment, c'est voué à l'échec. Vous dites même, Gilles, qu'il vaut mieux acheter une entreprise plus petite avec des synergies qu'une plus grande, c'est ça? Ah, tout à fait, oui. C'est évident, puisque l'accélérateur de croissance ne peut fonctionner que si on est en synergie de métiers, de territoires, de tout ce que l'on veut. S'il n'y a pas de synergie, d'abord, il y a un risque d'échec parce qu'on va perdre beaucoup de temps à comprendre le métier de l'autre. On va perdre du temps à financer. On ne va pas comprendre au plan humain comment les gens fonctionnent. Donc, c'est essentiel. Et d'ailleurs, tous les financeurs, qu'ils soient en société d'investissement, en fonds d'investissement, que ce soit des banques d'affaires, la première chose qu'ils regardent, c'est la synergie, c'est la proximité des cibles en termes de métier, voire géographique. Pour les petites entreprises, c'est important. Et en termes de culture, parce qu'il y a aussi des échecs, parce que les cultures organisationnelles sont très différentes et s'opposent et font éclater l'une et l'autre des sociétés. Et comment finance-t-on cette opération de croissance externe? Investisseurs, autofinancement, comment doit-on arbitrer? Appel à des fonds? Alors ça c'est d'abord la stratégie du dirigeant lui-même. C'est-à-dire qu'en général, les dirigeants, et vous êtes un exemple, ils commencent par faire de la croissance organique, lente ou pas lente, ça dépend du marché, et ils essayent d'autofinancer. Et d'ailleurs, c'est une caractéristique des entreprises françaises familiales. C'est-à-dire quoi? Et pourquoi fait-on ça? Parce qu'on veut être indépendant et qu'on se méfie quand même globalement des financiers qui n'ont pas forcément les mêmes projets que vous, pas forcément les mêmes horizons. Vous les mêmes qualités que GIMP France. Et qui ne connaissent pas forcément bien les métiers. Donc le premier réflexe, c'est de faire de la croissance organique avec des fonds propres. Après, soit on veut rester totalement indépendant, on attend d'avoir suffisamment d'argent pour acheter une cible, soit on ne peut pas attendre, on ne veut pas attendre, et à ce moment-là, on va naturellement... Il y a l'endettement bancaire, mais ça, c'est partie du fonds propre. Oui. Donc après, c'est une question d'opportunité. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est ce qui est évoqué, c'est que le fonds d'investissement ou la société d'investissement, c'est encore mieux, si j'ai bien compris, comprennent le métier et le même horizon stratégique. C'est-à-dire ce qui pêche souvent, et en particulier, c'est un sujet que vous évoquez beaucoup, les startups. Le drame des startups, c'est que souvent les fonds d'investissement, dès que ça marche et que ça croît un peu vite, ils veulent accélérer la croissance en faisant de la croissance externe pour pouvoir vendre mieux et plus vite. Surtout plus vite. C'est très dangereux pour l'entreprise parce qu'en général, le dirigeant, je l'ai dit à main start-upper, en général, ça fait quitter un peu son métier de base, il perd ses racines et c'est là aussi très dangereux. Et souvent, il est plus bon, il est meilleur dans la génération d'idées que de développement. Exactement. Ça pose un problème. Quels sont les autres écueils éventuellement évités dans la minute qui nous reste? C'est le choix de la cible. Moi, je dis en général, c'est ni son double, ni son contraire. C'est-à-dire que si on choisit le double, ça ne va pas apporter grand-chose. Et si on choisit son contraire, ça va être éclatant. Donc éclatant dans le mauvais sens du terme. Explosif. Voilà, explosif. Donc c'est un peu ça, proximité, synergie. Il faut aussi voir quelles sont les incompatibilités, parce que dans tout rapprochement d'entreprise, je l'ai vécu, y compris quand j'étais chef d'entreprise, il y a des incompatibilités, soit de salaire entre les gens, de grille de salaire, soit de management. Il y en a un qui est très autocrate, l'autre qui est très, très délégateur, et ce n'est pas la même chose. Soit en termes de produits, il peut y avoir des incompatibilités de prix entre les gammes de produits, de clients qui ne veulent pas travailler avec l'une ou l'autre entreprise. Donc il y a plein d'incompatibilités. Donc il faut que les complémentarités l'emportent sur les doublons ou sur les incompatibilités. Merci beaucoup, Gilles Lecointre. Je rappelle que vous êtes le président de GLPME Conseil. C'est la fin de cette émission, dont je vous rappelle que vous pouvez la réécouter ce dimanche à 22h et vendredi prochain à 14h, et qui est disponible en podcast dès le samedi après-midi. À la semaine prochaine sur BFM Business pour une nouvelle édition de l'entreprise BFM et de l'entreprise des capitales. Bonne fin de week-end à tous. Ciao. BFM Business, l'entreprise BFM. L'émission qui donne envie d'entreprendre.